Mardi, le 7 octobre 2025, le Canada a tourné une nouvelle page sombre de son histoire. Tamara Lynch et Chris Barber, figures emblématiques du convoi de la liberté, viennent d'écoper de peine avec sursis après avoir été reconnus coupables et de méfaits. Pas de violence, pas de sabotage, pas de crimes graves. Et pourtant, la couronne réclamait 7 et 8 ans d'emprisonnement pour les deux. Quelle folie de vouloir emprisonner des citoyens pour avoir exercé leur droit de manifester. Ce verdict, rendu au cœur de notre capitale, soulève une question cruciale. Sommes-nous encore dans un Canada libre ou dans un pays qui devient lentement, mais sûrement autoritaire et totalitaire? On vous a préparé une petite vidéo que nous commenterons avec Steve Lartiche-Charland et Richard Descaries au retour immédiatement. On la regarde à l'instant. Selfies, pancartes et une foule impatiente de s'approcher de Chris Barber et Tamara Lynch. Les deux sont considérés comme des héros par leurs partisans pour avoir aidé à diriger ce qu'on a appelé le convoi de la liberté. Des camionneurs venus de tout le pays ont occupé Ottawa pendant plusieurs semaines pour protester contre les restrictions liées à la COVID-19 et les mandats vaccinaux, klaxonnant jour et nuit dans un nuage de gaz d'échappement. If you can come to Ottawa and stand with us, that would be fantastic. Lynch et Barber ont tous deux été reconnus coupables de méfaits il y a 6 mois. Barber a également été reconnu coupable d'avoir incité d'autres personnes à désobéir à une ordonnance du tribunal interdisant les coups de klaxon. Grab that horn switch and don't let go. Le juge a condamné les deux accusés à 12 mois d'assignation à résidence, suivie d'une période de couvre-feu strict, et chacun devra effectuer 100 heures de service communautaire. For my client's comment, he respects the judge's decision. The main objective was to make sure she didn't spend one more day in jail, and that was achieved. Dans sa décision, la juge a déclaré que la manifestation avait eu des effets très néfastes sur les citoyens d'Ottawa, notamment des millions de dollars de coûts liés à la réponse policière et aux pertes subies par les commerces, mais a reconnu que Barber et Lynch avaient tenté de collaborer avec la police pour atténuer les impacts sur la ville. To lessen the impacts on the city. I know a lot of people probably aren't happy about that sentence, but I'm hoping that we can start all moving past this a bit. L'équipe de Lynch affirme qu'elle envisage de faire appel de la condamnation, tandis que la couronne cherche à saisir le camion de Barber, celui qui l'a conduit jusqu'à Ottawa, en tête du convoi. Selon les procureurs, ce camion est à la fois un symbole de la manifestation et l'instrument ayant servi à commettre le méfait. Bonsoir Richard, bonsoir Steve. Vraiment content que vous ayez accepté l'invitation d'être avec nous ce soir pour commenter justement la sentence qu'a reçue le 7 octobre dernier, soit mardi, Tamara Lynch et Chris Barber. Je vais commencer avec Richard. Richard, comment expliquer qu'on ait pu réclamer des peines dignes de criminels dangereux contre Tamara Lynch et Chris Barber alors qu'ils ont mené une manifestation pacifique? Est-ce que c'est une folie judiciaire? Est-ce qu'on est témoin d'une folie judiciaire ici? On n'est pas une folie près au Canada, en tout cas. Non. Mais ce que le sénateur disait tout à l'heure, c'est intéressant de faire le parallèle. Il n'est pas allé au fond de sa pensée parce qu'il est partisan conservateur, mais le Parti conservateur n'est pas conservateur. C'est un parti libéral, l'équivalent d'un parti libéral des années 90 et 2000. Et aujourd'hui, le Parti libéral est tellement rendu à gauche que c'est l'équivalent du NPD ou à peu près. Donc, la fenêtre d'Overton est allée vers la gauche beaucoup au Canada, ce qui explique que c'est le marasme, et aussi ce qui explique que les conservateurs n'étant pas assez... ils ne défendent pas la vie, hein, ils ne défendent pas l'ensemble de ce qu'ils devraient défendre. Et à ce moment-là, bien, les politiques, par exemple, que Harper a fait pendant qu'il était un gouvernement majoritaire, sont balayés du revers de la main dès que le gouvernement libéral arrive au pouvoir, et surtout avec Justin Trudeau à l'époque. Alors, on comprend que le problème, le verre est dans la pomme, au sens où le système est vicié. Et après ça, quand on arrive avec des cas particuliers, bien là, ça devient dramatique. Souvenons-nous du médecin qui avait tué ses enfants, qui avait été libéré. Là, ça a tellement créé un tollé qu'il y a eu une réaction du système judiciaire, mais le système judiciaire est complètement sclérosé. Oui, absolument. Steve, toi qui as reçu et qui purge actuellement une peine à domicile, comment interprètes-tu cette sévérité extrême réclamée par la Couronne? Ben, écoute, j'ai pas été surpris. Moi, comme je l'ai dit dans les médias avant et pendant le procès,
c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on gagnait nos procès ou qu'on gagnait notre point. Puis mon point que j'essaie de prouver depuis plusieurs années, c'est que la Constitution canadienne ne tient plus. On ne tient plus compte des chartes des droits et libertés et même pas de la Déclaration des droits de l'homme. Je veux dire, ça fait maintenant 44 mois que personnellement, on m'a retiré mes droits fondamentaux de réunion pacifique, de rassemblement, de liberté d'expression. Ça va complètement à l'encontre de la Constitution canadienne. C'est pas des droits qu'on nous donne dans la Constitution canadienne, j'appelle ça des privilèges, puisqu'ils se réservent le droit de nous enlever nos privilèges lorsqu'ils le décident. Ça fait qu'il n'y a plus de droit qui tient au Canada. Ouais. As-tu le sentiment que la justice voulait faire et de toi, et veut faire aussi de Tamara et de Chris un exemple en matière de manifestation qui serait contre le narratif du gouvernement? Absolument. Absolument. Le but premier, je pense que ça a été de nous faire taire, de nous censurer, de faire taire toutes les grandes gueules du mouvement qui ont eu assez de charisme pour rassembler des milliers. Écoute, il y a des millions de personnes qui ont été impliquées dans cet événement-là. Ça fait qu'ils sont venus chercher les têtes d'affiche, ils les ont fait taire, puis ils découragent les autres à faire suite à nos actions. Oui. Oui. Ma question maintenant, j'aurais une question maintenant pour peut-être plus Richard. Richard, ce procès illustre-t-il la dérive autoritaire d'un Canada qui semble criminaliser de plus en plus la dissidence? Ben c'est ça, c'est qu'ils ont voulu donner un exemple, marquer le coup, c'est-à-dire on est allé jusqu'à saisir les comptes bancaires de ceux qui faisaient des dons. Tu peux imaginer un peu la surprise des Canadiens qui se drapaient de la Charte des droits, de voir que du jour au lendemain, on peut agir de la sorte. C'est en même temps un peu un test pour voir quelle va être la réaction, et on s'est aperçu que la population ne s'est pas mobilisée contre ça, ce qui est une atteinte à nos droits fondamentaux de plein fouet, non justifiée, et qui va aller se battre jusqu'en cours avec tous les vicissitudes de la vie. Là, ils sont obligés de s'occuper des enfants, de la famille, de salaire, tout le reste. Donc, on passe l'éponge là-dessus en se disant, bon, ben c'est terminé, mais c'est partie remise. Et quand on aura, j'entendais le sénateur qui disait, bon, ça prend des registres de criminels dangereux, on crée le chaos pour arriver avec des solutions qui vont malheureusement toucher à l'ensemble de la population. Et c'est un peu ça l'exemple, c'est qu'on n'a même pas attaqué les manifestants, on a attaqué ceux qui ont fait des dons de quelques dollars, donc au niveau des comptes bancaires, et ceux qui étaient des figures de proue, comme Steve. Bien là, on en fait des cas particuliers pour montrer comment ça peut être encore pire. Donc, on devient bouc émissaire à ce moment-là, mais c'est toujours à l'encontre des droits fondamentaux. Donc, oui, on est dans un régime totalitaire au Canada depuis 2020, mais c'est l'ensemble des pays européens, l'Amérique aussi, là, c'est la même chose. Steve, il y en a qui diraient peut-être... Ils sont quand même chanceux dans leur malchance. Ils vont faire leur sentence à domicile. Toi qui fais ta sentence présentement à domicile, tu as fait peut-être 1 mois et demi à domicile. Qu'est-ce qui est le plus dur selon toi? D'être à domicile puis rien faire ou d'être en prison? Ben, écoute, j'ai un petit peu plus que 4 mois de fête à domicile. Là. Puis c'est difficile. Dehors, c'est difficile. J'ai vécu 3 semaines à l'intérieur. Là. C'est sûr, je suis dans le confort d'une maison. Là. Je ne suis pas en prison. Mais c'est difficile d'avoir à suivre des règles à l'extérieur. Il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de faire. Il faut que je suive un horaire fixe. Il faut que j'avertisse mon agent de probation pour tout déplacement en dehors de mon horaire fixe. C'est difficile de tenir les règles. C'est comme, je me sens entre 2 chaises. Il y a des fois où je me dis que j'aurais été mieux d'accepter la prison, parce que si j'avais fait 6 mois de prison, ben au bout de 2 mois, il m'aurait probablement mis dehors. Tandis que là, je vais faire mon 6 mois au complet, puis j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je m'assure de répondre au téléphone. C'est complètement loufoque. Ouais. On dit souvent que le Canada est en train de sombrer dans un État totalitaire. On est en train de sombrer dans un totalitarisme ou on l'est déjà dans un totalitarisme, selon toi? Bien, je pense qu'on est déjà dans un totalitarisme. C'est juste qu'il nous le prouve à petite dose. En dehors de nos causes qui servent d'exemple et de jurisprudence pour toutes les causes qui vont suivre. D'ailleurs,
Dans mon procès, ils ont cité la cause de Pat King en jurisprudence. Dans le procès de Tamara Lynch et de Chris Barber, ils ont cité mon procès en jurisprudence. Ça fait que ça nous donne l'exemple que tous ces procès-là vont servir plus tard pour des jurisprudences. Donc, ils vont arrêter n'importe qui. À côté de ça, ils sont en train de changer des lois. En Ontario, ils ont déjà changé des lois, c'est-à-dire qui permettent aux commerçants de poursuivre les organisateurs de manifestations, advenant le cas où ils perdraient quelques dollars. Ils sont en train de resserrer les lois partout pour nous empêcher d'avoir le goût de défendre nos droits fondamentaux, alors que c'est eux qui sont supposés de les défendre pour nous autres. On est déjà dans un pays totalitaire. Ouais. Richard, plus largement, est-ce que ce type de verdict ne vient pas redéfinir la frontière entre un gouvernement démocratique et un régime qui punit l'opposition politique? Définitivement, et c'est ça l'objectif. Je pense que c'est bien décrit, là. Steve mentionne qu'on bâtit une jurisprudence, justement, en prévision d'autres causes éventuelles. Donc, c'est un peu un tricotage là, qui est en train de se créer. Mais par rapport à ce qui est mentionné par rapport au commerce, donc les lois deviennent de plus en plus... vont de plus en plus permettre à l'État d'agir directement ou à la police d'agir directement sans passer par des mandats et tout le reste. Et ce qui est loufoque, c'est que le règlement qui interdisait de faire du bruit à Ottawa a été levé en disant que c'est pas... ça, c'est tout récent. Donc, à quelques jours du procès de Tamara Lynch et Barber, ouais. On annonce que ce qui a été la cause du grand dérangement, semble-t-il, à l'époque des camionneurs, c'était qu'ils faisaient du bruit la nuit. Et là, maintenant, on dit, ben non, finalement, c'est pas un problème, parce qu'on a réglé le problème qu'on voulait viser. Donc, tout ça est bâti, c'est cousu de fil blanc. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des armes instantanées pour agir. Comprenons bien que le droit se dirige vers l'intelligence artificielle. Et plus les lois vont être répressives, plus l'intelligence artificielle va avoir d'autonomie d'action. Il y a bien des avocats qui ont participé, qui participent depuis 2020 à cette supercherie là, due au COVID et qui voient les lois totalitaires s'installer, qui ne disent pas un mot. Bien, quand ils seront au chômage, ils se souviendront de ce qu'on vit. Ouais. Steve, est-ce que tu penses que ce genre de verdict-là qui a été annoncé cette semaine va décourager des manifestants à manifester? Est-ce que le convoi des camionneurs était, selon toi, la dernière grande manifestation que le Canada a revue? Écoute, je pense pas que c'est la dernière grande manifestation, étant donné que plus ils serrent les règles, plus les gens se lèvent. D'ailleurs, moi, j'ai rien créé, je l'ai toujours dit, là. Oui, j'ai pris le micro, puis oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi, mais c'était pas... notre job n'était pas de convaincre les gens. Je veux dire, les gens se sont levés d'eux-mêmes. Moi, j'ai profité du momentum que les gens se levaient d'eux-mêmes. On n'a rien créé. Là, c'est certain que ça va prendre plus de guts pour avoir envie de se lever, parce qu'on fait face à plus de lois, on fait face à plus de restrictions et... Puis on l'a vu pendant nos procès. T'sais, moi, ce que je trouve déplorable le plus, oui, le gouvernement s'en va vers du totalitaire, mais ce que je trouve encore plus déplorable, nous autres, avec notre équipe, là, on a emmené un convoi de 100 km de long à Gatineau et on a tenu un camping de fortune pendant un petit peu plus de 3 semaines, 3 semaines bien pile, 21 jours. Ces 100 km de convoi-là, ces milliers de personnes qui ont été impliquées, pourquoi ils ne sont pas venus faire présence pendant nos procès? C'était là que se passait le vrai combat. Ça aurait été plaisant pour nous autres. Autant que pour Tamara Lynch, j'ai regardé les vidéos que je voyais passer. Tamara Lynch et Chris Barber ont eu une petite assistance. Nous autres, on était une douzaine, 15 max. Je veux dire, tous les gens qui ont participé au convoi de la liberté, ils ont disparu pendant que nous autres, on était en procès. Puis c'était le temps de se lever, là. Ouais. C'était pas le temps de lâcher le combat, c'était le temps de le continuer pour prouver qu'on est loin d'être la fringe minority, comme Justin Trudeau a aimé nous appeler. Ouais. Comment on explique ça, Richard, l'analyse que Steve vient d'énoncer, là? Bien, en fait, mobiliser du monde en 2025, là, c'est pas facile. Et c'est pour ça que Steve et d'autres aussi qui ont organisé des mouvements plus structurés, parce qu'il y a eu une rencontre spontanée. On était présents lors de la première fin de semaine des camionneurs. Moi, j'étais anxieux d'aller voir comment est-ce que ça va se passer, parce que sûrement qu'ils ne pourront pas s'installer puis bloquer la rue. Et finalement, tout s'installait très rapidement.
La police locale était presque, parce qu'on sait que les policiers à Ottawa, c'est presque des guides touristiques. Là. Quand on va là-bas, ils parlent aux touristes, puis ils sont très gentils. Ils ne sont pas dans la répression. Le chef de police a été tassé. C'est des policiers de l'extérieur qui sont venus faire la job de bras. Donc, on voit que ça servait de laboratoire un peu pour mettre en place une répression dans un pays qui était considéré comme un des plus respectueux des droits dans le monde. Et ça envoyait un message, parce que le message de la mobilisation qui a été réussi, parce que spontané et parce que la population qui allait là pensait jamais qu'on gérerait leur compte bancaire pour faire des dons et tout le reste. Là, aujourd'hui, on est ailleurs. Ça va être beaucoup plus difficile de mobiliser encore. Et ça, c'est ce qui est visé par l'autre partie. Et la prochaine crise qui s'en vient, c'est la crise de l'identifiant bionumérique, je le répète souvent. Mais ça va être beaucoup plus difficile de se mobiliser spontanément. C'est pas comme les camionneurs on a coupé leur gagne-pain puis ils se sont déplacés parce que c'est ça leur capacité. Si les gens se mettent à embarquer dans l'identifiant bionumérique, ils vont être encore moins capables de se mobiliser sans être identifiés. Donc, si je comprends bien, on vient de créer un précédent dangereux pour toute contestation future, qu'elle soit sociale, économique ou politique. De plus en plus. Les taux se resserrent. C'est de même qu'il faut voir ça. Oui, oui. Charles, au-delà d'un convoi, ce verdict marque-t-il le point d'une bascule, selon toi, au Canada, dans une démocratie de façade? Bien, le point de bascule, c'est 2020. Là. C'est l'espèce de déclaration 13 mars. Là. On arrête tout, l'économie mondiale et tout le reste, au nom d'une supercherie. On le sait aujourd'hui, les preuves sont là. Et même si tout est sur la table, il y a encore une grande partie de la population qui pense qu'on l'a échappé belle, puis il y a un gros virus méchant. Ils ne réalisent même pas que les injections ont fait plus de tort au niveau de leur santé. Donc, il y a un problème, il y a un écart entre l'éducation de la population. Donc, de politiser une histoire comme ça, on se fait dire encore à tour de bras qu'on voit des fantômes où est-ce qu'il n'y en a pas. Là, ils ne croient pas à ce qu'on dit, alors que tout ça, c'est des faits avérés aujourd'hui. Donc, imaginez vers où on s'en va. Fait que c'est certain que le point de bascule, on le vit de façon drastique depuis 2020. Moi, je dirais qu'on le vit depuis surtout les années 60 au Québec avec la Révolution tranquille, où on a mis dehors tous les moyens de sauvegarder notre liberté de conscience. Tranquillement, on est allé en nous coupant comme un salami, là, tranche par tranche. Mais depuis 2020, c'est drastique. C'est à coup de bazooka. Et ça réveille les gens, mais pas assez pour, comme dit Steve, ça les mobilise pas. On n'a pas le goût de manquer du travail pour aller soutenir ceux qui se battent au front. Donc, on voit que cet écart-là va être difficile à contrer, à moins qu'ils fassent des erreurs. On voit ce qui se passe en Angleterre avec l'imposition de l'identifiant bionumérique, sinon vous perdez votre emploi. Bien, quand le premier ministre a dit ça, il y a eu un tollé, c'est à coup de centaines de milliers de personnes qui se mobilisent. Espérons qu'ils arrivent avec des décisions semblables pour montrer aux gens que c'est très sérieux. Oui. Steve, personnellement, comment vis-tu cette réalité d'être condamné comme un criminel alors que tu croyais défendre la liberté? Ça fait déjà quelques mois que tu as eu ta sentence puis que tu la purges. Comment tu vis ça dans la vie de tous les jours? Écoute, c'est un cauchemar. Je veux dire, je comprends pas. On n'est pas censé... on n'est pas censé être dans un pays totalitaire. On est censé être géré par la Charte des droits et libertés, la Déclaration des droits de l'homme. On se ramasse criminel pour des causes ce qui me dépasse aujourd'hui, moi, c'est qu'en 2025, les preuves, ils sortent de partout, comme quoi que c'était une supercherie ou qu'ils ont pris des méthodes qui n'avaient pas de bon sens pour gérer un soi-disant virus qu'on ne sait pas trop où il vient. Puis bon. Aujourd'hui, les preuves, ils sortent. Mais comme j'ai dit au juge, moi, mon but dans la vie, c'était pas d'aller faire du camping à -20 à Ottawa. Si on est allé à Ottawa pendant 3 semaines, c'est parce qu'on en avait assez de leurs mesures tyranniques pour gérer un soi-disant virus. Puis là, aujourd'hui, ils sortent les preuves comme quoi qu'on avait raison dans tout, mais on est quand même des criminels. C'est complètement fou. J'ai l'impression d'être dans un autre pays ou dans un mauvais rêve, puis je vais me réveiller un jour. Ouais. Ça va être quoi, selon toi, la trace qui va être laissée en permanence par cette affaire dans la mémoire collective canadienne? Bien, il y a 2 façons de penser. Écoute, il y a les gens qui sont pro-libéraux actuellement, où
C'est plate à dire, mais il écoute encore la TV dans le temps, puis il pense que c'est une bonne chose qu'on soit des criminels. Puis il y a l'autre gang qui en revient pas non plus. Ils sont abasourdis de voir ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, tu peux aller voir ma page Facebook. J'ai une panoplie de commentaires de gens qui sont en colère, de gens qui ont confiance en la justice. Mais au moins, on va avoir toujours bien gagné notre point de dire arrêtez de croire à la fausse Constitution canadienne, qu'on est protégé par des droits fondamentaux. C'est pas vrai, c'est plus des droits fondamentaux. On appelle ça des privilèges. À partir du moment où on peut nous les retirer quand ils veulent nous les retirer, c'est pas des droits, c'est des privilèges. Si c'était des droits, il n'y aurait jamais eu le droit de faire ce qu'ils ont fait avec nous autres. Fait que c'est un privilège, puis ils nous les retirent quand ils veulent. C'est un non-sens. On n'est pas dans le pays qui nous vendent, finalement. Steve, à la lumière de tout ce qui se passe présentement, les projets de loi comme C2, C8, C9, on a parlé de C2, C9 la semaine passée, on va parler de C8, Richard et moi, dans quelques instants. Est-ce que tu penses que tout le combat que tu as livré, puis je vais même utiliser un terme fort, là, de t'être donné en sacrifice pour les droits fondamentaux a été en vain quand tu vois que ça continue aujourd'hui à une vitesse accélérée, écoute, c'est même surréel, là, pas à faire passer, mais à suggérer des projets de loi, parce qu'ils n'ont pas encore passé, comme C2, C9 pour les discours haineux, C8, où ce que maintenant, on va en parler un peu plus tard, il y a une vidéo que je vais présenter aux auditeurs, là, vont pouvoir couper un individu, une compagnie ou une entreprise ou une société de l'Internet puis du téléphone complètement. Est-ce que tu penses que ton combat a été futile? Je pense pas que notre combat a été... Non, je pense pas qu'on a manqué notre coup parce qu'à travers de tout ça, on reçoit un bon nombre de remerciements parce qu'il y a des gens qui ont ouvert les yeux pendant que nous autres, on parlait fort. À chaque jour, moi, je suis sur la route, je me fais serrer la main par plein de monde qui viennent me voir parce qu'ils m'ont reconnu, parce qu'ils sont contents de me rencontrer, qui viennent me dire merci, me payer un café. Des gens comme nous qui ont vu clair dans la supercherie des 5 dernières années, il y en a énormément. Malheureusement, ils n'ont pas tous le temps et ils n'ont pas tous le courage de se lever, mais la machine presse tellement le citron que tout comme en 2022, un jour ou l'autre, les gens ils vont être obligés de se lever. Ça ne sera pas moi, je suis ça, j'ai assez donné, je me suis assez sacrifié, mais ça va arriver encore. Ils n'auront pas le choix, je veux dire. Quand ils vont être rendus à nous enlever notre bouffe dans notre assiette, les gens vont se relever, ça n'a pas de sens. Fait que non, je pense pas qu'on a fait ça pour rien. Puis je pense que c'est normal qu'eux autres, ils continuent leur plan puis qu'ils continuent de frapper. On le sait où est-ce qu'ils s'en vont. De toute façon, moi, mon but, ça n'a jamais été de faire changer la machine d'idées. Eux autres, ils ont un plan, ils le suivent à la lettre, puis ils s'en vont aussi loin qu'ils peuvent. On leur fera pas changer d'idée. Par contre, on peut les obliger à changer d'idée. Coluche, il disait dans les années 80, si on arrête de l'acheter, ils n'en vendront plus. À un moment donné, il va falloir se rendre là. Oui. Mais merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. C'est vraiment apprécié. Je m'en allais dire bonne fin de sentence, compte tenu des circonstances. Puis merci d'avoir pris le temps de commenter ce verdict-là qui est sorti cette semaine pour Tamara Lynch puis Chris Barber. C'est vraiment apprécié. C'est toujours un honneur d'être avec vous autres. À bientôt, Steve.